taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Alioune Tine, bonjour. Bonjour Bayoumar. Vous êtes le fondateur de Afrikajom Center. Oui, tensions, crise, désaccords politiques. Alors, comment comprendre la situation actuelle? Quels risques, quelles opportunités pour le Sénégal? Monsieur Tine, dites-nous comment analyser la situation politique actuelle, cette crise que traverse le Sénégal au sommet entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Quelle est la nature de cette crise? Écoutez, moi je pense que nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle politique pratiquement inédit, avec des mutations extrêmement profondes. C'est pour ça en réalité que même le parti PASTEF, et la plupart des réactions des souteneurs de PASTEF nous posent problème, nous interpellent parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, nous vivons une crise de la démocratie représentative. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, le populisme se manifeste comme une espèce de solution par rapport à la crise de la démocratie représentative. Et je pense que le Sénégal également est dans ce cycle et également s'inscrit. Il faut inscrire la crise sénégalaise, je pense, dans ce contexte. Le deuxième contexte, c'est le fait, la manière dont PASTEF a hérité du pouvoir. Et je pense que si on ne part pas de là, pouvoir, quels ont été les problèmes? Ça veut dire qu'on a eu un leader qui aurait dû être président de la République, et c'est Sonko. Et qui a décidé, puisque effectivement des manipulations judiciaires l'en ont empêché, de dire, écoutez, je désigne Diomaye pour qu'il soit candidat à la présidence. Il est évident que dans ce geste, il y a aussi le fait que peut-être qu'il y a eu des discussions, il y a eu des accords, de quelle nature, avec qui en est le témoin. Je pense que Sonko lui-même a effleuré le problème quand il a parlé du témoignage de El Malik. Donc, maintenant, vous avez la conquête du pouvoir et vous avez les défis de l'exercice concret du pouvoir. Ça veut dire de la réalité. C'est d'abord une crise de croissance pour ce gouvernement, pour ces jeunes leaders qui n'ont jamais exercé le pouvoir. Être au pouvoir et les défis du pouvoir. Et quand vous avez une crise de croissance, ça peut être une opportunité si vous en tirez les enseignements les meilleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Et la crise vient du fait, il faut le reconnaître, il y a de mon point de vue un déficit à la fois de culture d'État, il y a un déficit de responsabilité d'État. Et ça, c'est une responsabilité collective. Ni Diomaye seulement, ni Sonko seulement. Et également la nature du parti. Et le fait également la personnalité du leader du parti, Sonko. Et quand on regarde le paysage sénégalais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que l'opposition est très faible. Et quand vous regardez le fonctionnement de Sonko avec son parti, et il l'avait dit à Diomaye, si on élit Diomaye, il faut qu'on continue à le soutenir, à le surveiller. C'est-à-dire que Sonko et le PASTEF, ils sont au gouvernement, mais ils assurent la surveillance de Sonko. La surveillance de Diomaye. Écoute-moi bien. En tant que peuple, veto. Parce qu'il y a des nominations
où nous voyons le veto à la fois des gens des réseaux sociaux et également entériné par Sonko. Mais également, le peuple juge. Et ça aussi, c'est Sonko qui dit, écoutez, la justice, ce n'est pas seulement les magistrats, c'est le peuple. Et en réalité, ces fonctions, ce ne sont pas des fonctions gouvernementales, ce sont des fonctions dévolues, soit à la société civile, soit à la rue. Et on est dans ce paradoxe-là. Et troisième problème, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, avec l'horizon de 2029, le plus grand concurrent de Diomaye, c'est Sonko. Il est évident qu'effectivement, donc, les problèmes là, ça fait que la cohabitation, je l'avais dit dès le début, hein, la cohabitation déjà, ça a généré la crise. Elle est anthropique. Elle est anthropique, elle est dysfonctionnelle. Maintenant, il faut un sens extrêmement élevé des responsabilités, un sens politique énorme, un sens énorme de l'État, pour que les deux discutent souvent, même s'ils ont des divergences, qu'ils les règlent avant de sortir. Alors, désaccord politique ou conflit structurel dans la gouvernance? Il y a d'abord quelque chose de structurel à l'intérieur, ça veut dire dans la relation de pouvoir. Parce que d'après les institutions politiques, un premier ministre c'est un fusible par rapport au président. Ce n'est pas la première fois qu'on a une crise comme ça. Quand on l'a eu avec Mamadou Dia, Senghor a essayé effectivement de résoudre le problème en devenant un dictateur, en supprimant le poste de premier ministre. Vous savez, quelqu'un comme Wade l'a eu avec Idrissa Seck, mais avant Idrissa Seck, même avec Moustapha Niasse, il a expliqué comment ça se passe. Et en réalité, nous sommes dans une mutation où, en réalité, ce type de fonctionnement ne peut pas fonctionner. Nous sommes également dans un cas de figure avec Pastef où la forte légitimité de Sonko ne permet pas à ce modèle de fonctionner. Donc, il faut examiner qu'est-ce qui ne marche pas et trouver la solution. Et c'est là où, effectivement, la question institutionnelle se pose. Mais maintenant, il faut quand même qu'on revienne sur un certain nombre de choses. Par exemple, par rapport aux négociations avec le FMI, par exemple. On a quand même une position discordante. On négocie, mais en même temps, pour le rééchelonnement de la dette, la parole de Sonko, la parole de Sonko, c'est la parole de l'État. Il me semble que Sonko doit prendre éminemment conscience que sa parole, elle est performative. Ça veut dire a des effets, a une puissance symbolique terrible. Quand elle est entendue, immédiatement, il y a une réaction. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des situations qui nous ont amenés à une situation de crise qui est assez difficile. Maintenant, il y a la crise de la gouvernabilité, la cohérence, et puis l'entente, et puis le consensus qu'il y a entre les différents membres du gouvernement. Donc, ce qu'on a vécu ici montre qu'il y a des désaccords. Les désaccords se sont exprimés même au sommet. Et effectivement, quand on les analyse bien, c'est effectivement aussi en rapport avec l'horizon 2029. Et il me semble qu'il faut que le parti et les deux leaders trouvent les moyens de régler la question de 2029 pour qu'on continue à gérer le pays tranquillement. Avant d'arriver dans la perspective, Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, est-ce que cette situation, cette tension, cette rivalité, cette crise ne risque-t-elle pas de fragiliser la stabilité institutionnelle? Mais absolument. Quand je dis que nous avons une crise de gouvernabilité, mais en réalité, on assiste à un moment où même certaines activités diplomatiques sont suspendues. On devait recevoir normalement le Premier ministre de la Mauritanie, mais c'est différé. C'est différé. Et effectivement, aujourd'hui, si nous avons des médiateurs, ça veut dire tout simplement que la fonction d'arbitre du président de la République
et la fonction même, je dirais, de régulation des institutions du président de la République, et pour le moment, si vous voulez, ne fonctionne pas pour le moment. Et il me semble que ça, c'est ce que j'appelle, c'est ça, hein, la question de l'autorité de l'État, la question, si vous voulez aussi, de la culture d'État, la question de la responsabilité d'État. Je pense que les deux doivent s'asseoir, discuter, et au sein du gouvernement, en discuter pour savoir quelle va être la limite des rapports entre l'État et le parti. Limite à ne pas franchir. Limite à ne pas franchir. Mais d'abord comprendre les conséquences. Quelles pourraient être alors les conséquences de cette rivalité sur le fonctionnement du gouvernement? En réalité, s'il y a une rivalité entre les deux, le pays ne fonctionne pas. Ça, il faut que tout le monde en prenne conscience. S'il y a une rivalité Sonko, Diomaye, durable, c'est un impact totalement négatif sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier. C'est un impact effectivement incalculable. En ce moment même, sur le plan économique et financier, nous avons le dos au mur. Nous avons le dos au mur. La conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle, ça veut dire qu'on a à la fois et les problèmes de frais, d'argent frais, et nous avons également des problèmes parce que le jour où, ça veut dire on est dans un état où pratiquement on va être en faillite presque. D'après ce que effectivement les experts disent par rapport, nous sommes avec le Mozambique et le Gabon dans une situation presque de cessation de paiement. C'est une situation extrêmement grave. Je pense que les plus hauts responsables de l'État devraient en prendre conscience et également revenir sur l'essentiel, ça veut dire sur les préoccupations fondamentales aujourd'hui des Sénégalais, quand même qui tirent le diable par la queue. Conséquence, maintenant, quelle issue possible pour sortir de cette crise? Écoutez, moi je pense que d'abord, les deux qui sont concernés ont des rapports très forts. Je veux dire, en tant que militant de parti, en tant que parent, c'est presque des rapports de parenté et des rapports subjectifs. Maintenant, de mon point de vue, il faut faire en sorte, et ça je le dis et je le répète tout le temps, le fait que dans certains pays, on écarte la candidature de personnalités crédibles pose des problèmes. Je pense qu'il faut régler la question de l'éligibilité de Sonko une bonne fois pour toutes. Sonko doit être éligible pour 2029, quelle que soit la situation qui arrive. Il me semble que ça, c'est important, ça règle beaucoup de problèmes. Et c'est bon pour la démocratie. C'est bon également pour la crédibilité de la compétition. Ça, c'est important. S'il a envie d'être candidat, il ne faut pas qu'il y ait un mécanisme qui l'empêche d'être candidat. S'il y a une compétition, que la compétition soit ouverte, qu'elle soit sincère, qu'elle soit également aussi une compétition. Je pense que ça fait partie des problèmes qu'il faut régler, parce que c'est une des préoccupations aujourd'hui. Sur la table. Je pense que ça, c'est important. Oui. De deux, il faut que, si effectivement la rivalité persiste, et c'est là où il faut savoir faire un don de soi, pour sauver effectivement les institutions, pour éviter un effondrement des institutions, surtout par rapport à la fois au contexte régional, parce que c'est quand les pays sont faibles que généralement les gens se sentent assez forts, la menace elle est là. Et donc il faut éviter cette menace. Alors, donc moi je pense qu'il faut absolument que cette crise que Diomaye et Sonko, je veux dire, soit mature maintenant. Ça veut dire maintenant il faut qu'ils deviennent mûrs, qu'ils deviennent des hommes d'État, qu'ils deviennent responsables d'État pour faire en sorte et trouver les solutions les meilleures
pour que l'État continue à fonctionner, que les institutions continuent à fonctionner, que l'économie continue à fonctionner. Oui. Et cette solution, il faut voir comment il faut la trouver. Oui. Cette solution politique. Parce qu'il n'y a que la solution qui peut être une solution politique. Oui, il s'agit d'une crise politique, dites-vous, mais aujourd'hui, sur l'image du Sénégal, quel impact cette crise a sur l'image du Sénégal considéré comme un modèle démocratique dans la sous-région, dans l'Afrique et dans le monde? Écoutez, le Sénégal est un modèle démocratique de référence en Afrique. Oui. Et l'élection de Diomaye et Sonko a créé une fascination politique en Afrique et dans le monde. Et moi, je parle de cette période qui était une période d'enthousiasme où presque tout le monde venait au Sénégal regarder ce qui se passe. C'était comme un miracle. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a une révolution qui se passe au Sénégal. Et le projet était connu de tout le monde pratiquement, aussi bien des Sénégalais, des Africains qu'ailleurs. Et que maintenant même, Pastef, je pense, a commencé à avoir, si vous voulez, une influence à l'intérieur de l'Afrique. Alors, ont-ils pris conscience de ce qui se joue réellement? Aujourd'hui, oui. Toute l'Afrique s'interroge sur le duo et sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de déceptions. Et vraiment, moi, j'ai été saisi même par un ancien chef d'État pour dire, écoutez, à l'UNE, il faut leur parler. De toutes parts, nous avons des questions. Vous savez, moi, je suis beaucoup intervenu dans beaucoup de crises en Afrique. Et quand on regarde ce qui s'est passé au Sénégal avec l'élection de 2024, il y a des leçons qui ont fasciné, je pense, l'opinion nationale et l'opinion internationale. C'est le fait que, empêché de compétir, Sonko a dit, mais écoutez, je vais désigner Diomaye. Mais vous n'avez pas ça en Côte d'Ivoire. Avec Thiam, vous n'avez pas ça en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Oui. Vous n'avez pas ça ailleurs. Donc, le Sénégal a trouvé une solution et cette solution a été saluée partout. Donc, il ne faut pas décevoir. Il ne faut pas décevoir l'opinion africaine, il ne faut pas décevoir l'opinion internationale. Et c'est pour ça qu'effectivement, le duo a l'obligation à la fois politique, a l'obligation morale de s'entendre et de trouver une solution politique pour que vraiment d'ici 2029, vraiment qu'on s'occupe d'autres choses, mais qu'on ne parle pas d'ambition personnelle, qu'on ne parle pas de rivalité. Et j'ajoute, la dernière communication de Sonko, c'est de dire nous voulons rester 50 ans. Ce n'est pas avec la division que les gens peuvent rester pendant 50 ans. Ni avec la rivalité. Ni avec la rivalité, oui. Ni avec la compétition. Oui. Donc, alors, oui, s'agit-il toujours, en analysant cette situation, cette crise aleuntine révèle-t-elle un problème de leadership, un problème également de communication ou bien de division politique? Écoutez, il faut voir comment les deux fonctionnent et comment Sonko fonctionne. C'est-à-dire la modernité de Sonko, pour parler ainsi, quand je dis la modernité de Sonko et la modernité de Pastef, c'est d'inscrire Pastef, si vous voulez, aujourd'hui, dans une logique un peu politique et démocratique mondiale qui est le populisme. Je pense que Sonko mobilise ce code. Oui. Sonko, c'est une démocratie d'incarnation. La plupart des jeunes qui, en réalité, ont promu l'image de Sonko avec leur portable, qui filment, qui commentent et qui
font la promotion du narratif de Sonko. Sonko a un narratif, c'est ça qui est fort. Et les jeunes te sortent régulièrement les narratifs de Sonko. Et quand ils le sortent, ils disent, il a toujours raison. Et il me semble effectivement qu'il n'y a pas un leader politique qui a construit ce type de narratif. Il n'y a pas un leader politique qui a aussi, si vous voulez, des sympathisants très proches qui voient leur, si vous voulez, valeur incarnée par un leader faire ce qu'ils font pour Sonko. Il n'y en a pas. Et en même temps, l'autre côté, c'est vrai qu'il est tellement adulé que quand vous attaquez Sonko, toujours dans les réseaux sociaux, vous avez une armée de trolls, les 70 heures. Et cette armée de trolls, je pense que cet outil aussi, il n'y a que Sonko qui l'a. Ce qui veut dire que Sonko, à la fois, il contrôle et le gouvernement, et il contrôle la surveillance du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un parti politique d'opposition qui a cette capacité de nuisance par rapport à Diomaye. Oui. Alors, ça, c'est les deux. Oui. Et de mon point de vue, il faut que Diomaye en ait conscience, que Sonko en ait conscience, et qu'en réalité, on transforme cette capacité en quelque chose de positif. Il faut transformer. Sonko a une influence réelle auprès des jeunes, et il faut que cette influence soit transformée positivement pour faire avancer le Sénégal. Ça veut dire cette énergie en opportunité. En opportunité, oui, exactement. Mais justement, en insistant sur le rôle et le lien avec la jeunesse, cette jeunesse aluntine qui a joué un rôle clé dans l'élection du duo Sonko-Diomaye, est-ce que cette jeunesse ne risque-t-elle pas la désillusion? Écoutez, le désenchantement, c'est l'autre côté de la démocratie. Hein? Et le visage, il y a des visages de la désillusion qui se manifestent aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ont soutenu Sonko, qui sont déçus et qui attaquent Sonko. On le voit, des gens qui étaient à Pastef, certains commencent à sortir, certaines voix commencent à sortir. Et de mon point de vue, Sonko doit prendre conscience de cela aussi. Parce que, je pense qu'il y a un côté qu'on ne trouve pas, quand même, qu'on peut reprocher à Sonko, c'est qu'il est trop enfermé. Il est presque injoignable, inaccessible, pratiquement pour la plupart des gens. Je pense que ça, c'est un des problèmes de Sonko, et peut-être par rapport à ses sympathisants, c'est peut-être le problème qu'il va avoir. D'autre part aussi, il faut que on sache que Diomaye, c'est le président de la République. C'est la clé de voûte des institutions. En réalité, Diomaye, c'est le chef de l'État et qu'au sein du parti et au niveau des sympathisants de Sonko, franchement, stopper immédiatement les critiques et certains termes qui sont utilisés contre le président Diomaye. Et ça aussi, il faut la voix de Sonko. Sonko on a besoin de sa voix pour le dire. De la même manière, Diomaye aussi doit promouvoir. Ça veut dire, c'est une promotion d'altérité. Oui. Pour dire, écoutez, moi Diomaye, je renforce Sonko. Moi Sonko, je renforce Diomaye. Et quand il y a des critiques... C'est le sens du duo. Mais c'est ça qui doit être le sens du duo. Maintenant, quand ils ont des divergences, je pense qu'ils doivent s'enfermer avec des amis et régler ces divergences. Avec sérénité. Parce que nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de paix, parce que nous avons énormément de problèmes pour travailler et puis faire avancer le Sénégal, faire avancer le projet. Mais il faut de la sérénité. Et puis il faut du consensus. Et il faut une dynamique sociale à mettre en place. Il faut de l'inclusion. Il faut plus d'ouverture par rapport à la presse. Parler à la presse, surtout la presse indépendante. Parler à la société civile. Et c'est ensemble qu'on peut vraiment supporter le Sénégal et amener le Sénégal très loin. Et selon vous, l'État peut-il continuer à gérer les attentes sociales dans un contexte de tension politique? Pas du tout. On a
quand même plusieurs crises qui sont enchâssées. Vous avez la crise, comment dirais-je, politique, qui peut entraîner une crise institutionnelle, une crise de gouvernabilité. Vous avez la crise économique et financière. Vous avez la crise sociale. Ça veut dire que là, d'ici quelque temps, avec peut-être les accords de la Banque mondiale, on va vers les ajustements structurels. C'est extrêmement dur. Nous avons, si vous voulez, aussi la réputation du Sénégal, sa solvabilité, sa crédibilité par rapport aux investisseurs, avec la chute effectivement des eurobonds, et puis également les notations. Voilà, tout cela crée un problème, quand même une crise qui va être une crise très terrible. C'est pour ça que nous ai dit, nous avons aujourd'hui le dos au mur. Nous n'avons pas le choix. Le seul choix aujourd'hui, c'est que Diomaye, Sonko s'entendent, fassent un don de soi pour effectivement que le Sénégal fonctionne. Il faut qu'ils s'entendent. S'ils doivent gouverner ensemble, qu'ils gouvernent ensemble. S'ils ne peuvent pas gouverner ensemble, qu'ils trouvent une alternative politique qui permette effectivement à chacun de s'épanouir. Comme j'ai dit, nous avons une crise de croissance, c'est une crise de croissance gouvernementale où nous avons peut-être le chef de l'État qui se dit, mais écoute, maintenant je vais prendre mes responsabilités. Et l'autre, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai mis là. Et il faut sortir de ce dilemme, de cette tension. Oui. Alors, allons-nous sur les enjeux géopolitiques pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes non seulement le fondateur d'Africadium Center, mais vous avez été expert indépendant des Nations Unies pour le Mali dans le cadre de la crise qui est intervenue dans le Sahel, principalement au Mali. C'est ça. Alors, allons-nous, aujourd'hui, cette crise que traverse le Sénégal, cette tension politique entre Diomaye et Ousmane Sonko au sommet de l'État ne risque-t-elle pas de fragiliser aujourd'hui non seulement le regard du Sénégal dans la sous-région, dans un contexte de tension, mais aussi de transition difficile? Écoutez, notre économie est tellement liée à l'économie du Mali que si le Mali a des problèmes, forcément le Sénégal va avoir des problèmes. La crise du carburant, notre sécurité est tellement liée à la sécurité du Mali que si le Mali est menacé, forcément le Sénégal est menacé. Pas seulement le Sénégal, parce que, je le dis et le répète, le Mali c'est la colonne vertébrale du Sahel. Si le Mali s'effondre, c'est une catastrophe pour tout le Sahel. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut sauver le Mali. Il faut sauver le Mali, c'est d'abord la responsabilité de l'Union africaine qui peut créer un sommet extraordinaire avec la CEDEAO, avec l'AOS et avec également le soutien des Nations Unies. Mais aussi en collaboration étroite avec les Maliens. Ah oui, parce que les Maliens, ils ont quand même, comme on dit, la souveraineté chevillée au corps. Ils y tiennent. Et au lieu de cela, ce à quoi on a assisté, c'est pratiquement la désertion du Mali au moment où le Mali a besoin de l'Afrique, au moment où le Mali a besoin de la communauté internationale. J'ai vu d'ailleurs tout le monde qui commence par dire, écoutez, les Américains commencent à demander à leurs ressortissants de partir, les Français qui demandent, et la plupart des pays européens. Mais le Mali, quand même, nous avons entendu que le premier ministre malien a dit, mais attendez, vous nous quittez, mais ceux qui quittent, après, il ne faut pas qu'ils reviennent, son persona non grata. Eh bien, j'ai vu d'ailleurs que Trump lui-même a changé de position. Et ils ont réouvert effectivement leur ambassade et tout au Mali. Ce qui est une très bonne chose, parce que quand même, le Mali, ils ont un bon, qu'on le veuille ou non, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, c'est un bon ministre vraiment des Affaires étrangères. Mais là, est-ce que le Sénégal ne risque pas de perdre son rôle d'acteur principal dans la résolution de la crise? Le Sénégal est en train de le perdre. Oui. Parce que aujourd'hui, que ce soit les Guinéens, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, tout le monde se dit, mais écoutez, qu'est-ce qui est en train de se passer au Sénégal? Et le Sénégal, d'abord, c'est une puissance diplomatique. Oui. C'est une petite puissance diplomatique, sa voix compte sur le plan international. Il faut absolument que cette crise, si vous voulez, de croissance, franchement, qu'on trouve les solutions dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais pour que le Sénégal joue son rôle sur le plan
africain et sur le plan international. Moi, je me demande s'il n'y avait pas de problème au Sénégal, peut-être aujourd'hui que peut-être Diomaye serait au G20 en Afrique du Sud, où quand même il se discute les problèmes de la gouvernance mondiale. Même au Brésil avec la COP. Au Brésil avec Belém, exactement, c'est important. Donc tout cela, nous sommes absents tout simplement parce que nous avons des problèmes de rivalité interne, effectivement, au sein de... Et comment nos partenaires perçoivent-ils cette situation? Je parlais de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais également des partenaires comme la Chine, comme les États-Unis, un peu partout. Comment perçoivent-ils, les partenaires du Sénégalais, cette crise, cette rivalité, cette tension au sommet? Écoutez, sur le plan économique, si vous n'avez pas d'accord avec le FMI ne vous donne pas d'argent, ça veut dire que vous n'êtes pas solvable. Ça veut dire que votre réputation économique et votre crédibilité n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne vous prête. Ou quand on vous prête, c'est à des taux extrêmement élevés. Exorbitants. Je pense que c'est ça. De deux, on se dit, mais tiens, écoutez, c'est une véritable perte d'influence que vous avez par rapport à la Chine, par rapport aux autres. Hein. Je pense que l'influence du Sénégal ne peut pas, comme on dit, s'évaporer comme du jour au lendemain. Mais nous avons intérêt, franchement, à dépasser cette crise. Et cette crise, on ne peut la dépasser que si la culture d'État reprend le pas. Si la responsabilité d'État reprend le pas auprès de Sonko, auprès de Diomaye et au niveau de tout le gouvernement du Sénégal. C'est important. Il y a quelque chose peut-être que moi j'ai particulièrement apprécié, et ça aussi je me dis, ça fait partie effectivement de la maturation au niveau de Pastef. Il n'y a pas beaucoup de bruit du côté des grandes voix de Pastef pour prendre un truc dans ce sens ou dans l'autre. Ça aussi, c'est une bonne attitude au niveau de Pastef. Et puis, tout le monde cherche à ce que vraiment la paix revienne et que la tension baisse. Les familles, tout le monde s'y met. Ça, c'est encourageant. Et je pense peut-être que même que nos guides religieux aussi sont aussi de la partie pour que très rapidement qu'on ferme cette parenthèse et vraiment qu'on se mette maintenant à travailler sérieusement. C'est le temps du travail, de l'action, mais est-ce que le Sénégal doit revoir son alliance dans un contexte de pleine mutation aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui d'ailleurs, la référence, c'est ce qu'on appelle les relations géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Parce que nous avons à la fois une crise économique terrible. Nous avons également aujourd'hui, si vous voulez, un désordre mondial dans les relations internationales. C'est extrêmement important sur le plan géopolitique. Et nous avons également des problèmes sécuritaires qui sont quand même des problèmes majeurs que nous avons dans la sous-région. Donc, sur toutes ces questions, il faut en débattre. Et je vois que le CHEDS en parle parce que le CHEDS, c'est un excellent mécanisme que nous avons. Voilà. Nous n'avons plus aujourd'hui aussi le forum sur la paix et la sécurité. J'ai vu effectivement que ça s'est déplacé au Togo, à Lomé. Mais je pense que le Sénégal, comme centre de réflexion sur les questions géopolitiques, sur les questions géoéconomiques, sur les questions géostratégiques, le Sénégal doit reprendre également sa fonction, doit reprendre son leadership pour qu'effectivement qu'on permette sur le plan régional vraiment d'avoir d'abord réexaminer le panafricanisme, réexaminer la solidarité africaine et réexaminer aussi comment faire en sorte que nous puissions avoir une même vision géopolitique. Parce qu'aujourd'hui le Sahel, c'est l'objet d'une véritable guerre de communication. Et une guerre de communication qui a fait imploser la CEDEAO. Et une guerre de communication qu'on n'a pas vu venir. Mais ça, c'était entre aussi à la fois l'Occident et la Russie. Et ça continue. Donc, il nous faut... C'est là où, effectivement, le panafricanisme a été même instrumentalisé
Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des panafricains qui ont été leaders de ce mouvement, certains disent d'ailleurs maintenant qu'ils s'en limitent au Bénin, quelqu'un comme Kémy Séba aujourd'hui. Mais nous avons besoin de repenser le panafricanisme, nous avons besoin de repenser la CEDEAO, nous avons besoin de repenser la sécurité au plan régional, parce que nous avons aujourd'hui des solutions qui sont des solutions locales, des solutions sans lendemain, au moment même où le djihadisme est en train effectivement de se répandre un peu partout, à nos portes aujourd'hui. Et il me semble que ces questions-là, ce sont des questions primordiales auxquelles le Sénégal, effectivement aussi, comme le Sénégal avait le leadership avec le forum de Dakar, continue à avoir le leadership sur la résolution des questions sécuritaires, des questions géopolitiques, des questions géoéconomiques. C'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin aussi de parler de questions géoéconomiques au Sénégal. Justement, dans un contexte d'exploitation des ressources naturelles, je parlais du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, à l'UNTIL, arrivons-nous à l'heure justement de la recherche de solutions? Quelles sont les pistes réalistes pour une réconciliation entre Diomaye et Sonko? Quelles sont ces pistes réalistes? Je pense qu'on a commencé à essayer de dégrossir les problèmes. Parce qu'il ne faut pas quand même négliger les problèmes d'ego. Et les problèmes d'ego sont forts. Il ne faut pas aussi négliger la question du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est du poison. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Senghor. Et des relations de pouvoir. Et c'est là, c'est cette question qu'il faut régler. La question de la relation au pouvoir des Africains. C'est pas des Africains seulement, hein, et même d'autres. Il faut voir ce qui a été possible entre Poutine et Medvedev. Il me semble qu'il faut bien réfléchir. Parce que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Donc, qui a bien marché. Maintenant, ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein. Donc, quand tu vas en Turquie, vous savez, c'était ceux qui ont mis... Vous avez parlé de l'exemple Poutine-Medvedev. Est-ce que c'est une expérience transposable au Sénégal? Je ne sais pas, mais je dis... L'autre se traduit comme étant le stratège et l'autre le hautement politique. Est-ce que c'est des références à transposer au Sénégal? On ne peut pas transposer. Mais on peut dire, écoutez, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé là-bas? Maintenant, il y a d'autres expériences. Hein, parce que quand on regarde le leadership de Sonko, Sonko, qu'on le veuille ou non, c'est un président en téléchargement. Voilà. Maintenant, le problème, c'est le temps. Et il me semble également le grand problème que nous avons avec le pouvoir, c'est le temps. Et si effectivement on règle la question de la temporalité, peut-être que les autres choses peuvent venir. La question de Diomaye. Aujourd'hui, il faut que Diomaye, quand même, comme on dit, ait la plus haute responsabilité de ce qu'il a, ça veut dire de chef d'État, de gardien de la Constitution et, si vous voulez, de responsable de la stabilité du pays et qu'il prenne ses responsabilités. Maintenant, comment le faire? Il faut qu'il le fasse en interaction avec son alter ego, qu'il soit dans leur room ou dans leur chambre ou dans leur salon à deux, à examiner ces questions. S'ils peuvent avoir de l'aide, du soutien, l'avoir. Et je pense que ce serait très bien que, vraiment, dans la période actuelle, de voir comment accompagner ce processus, ça veut dire, si vous voulez, cette réconciliation, pour trouver une solution qui soit durable pour le Sénégal, qui soit meilleure pour le Sénégal. Parce que je pense que s'il y a un autre clash, ça va être la catastrophe pour le pays. C'est pour ça que c'est le temps des médiateurs. C'est le temps des médiateurs, c'est le temps des gens qui accompagnent,
Effectivement, cet accompagnement-là, il faut continuer à le faire. Et il faut savoir aussi détecter, dès le début, si vous voulez, les signaux des crises. Détecter et prévenir la crise quand ça va arriver. Parce que nous, quand même, des fois, quand on détecte les signaux de crise, et quand on les dit, les gens, ils ne comprennent pas. Ils commencent par dire, mais attention, machin, etc. Mais il me semble qu'il faut qu'il y ait des gens, quand ils détectent les crises, qu'en réalité, que les autorités sachent les écouter. Il y a des gens qui sont dans la médiation, qui suivent. Il faut qu'ils voient comment il faut accompagner. Et continuer à faire en sorte, effectivement, que ce duo-là, que son action soit le plus positif possible pour la République, pour les institutions et pour l'économie du Sénégal. Parce que l'économie, c'est central. Et aujourd'hui, on a une économie qui risque de s'effondrer. Maintenant, je reviens sur le pétrole. Tant que le pétrole, le gaz, les ressources minérales sont extraites et vendues sans transformation, ça veut dire que nous continuons l'économie coloniale. Il faut absolument réfléchir sur la transformation des matières premières et sur l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est comme ça que les Chinois ont gagné. Voilà. Et il me semble que ça, c'est indispensable. Et les Sénégalais ont une élite et ont des intellectuels dans presque toutes les disciplines, un peu partout dans le monde. J'en rencontre seulement qui me disent, mais écoutez, voilà, nous, quand on va pas... Je pense que le duo doit essayer de voir comment détecter les gens pour ça. Et également avoir une coopération, quand même, qui laisse aussi le savoir-faire. Ça veut dire que les compétences techniques soient transférées. Si nous n'avons pas les compétences techniques qu'il faut pour, transformer nos matières premières, mais il est évident que nos matières premières, c'est difficile, mais c'est la voie de l'avenir. Et c'est surtout aussi quand les Africains vont se mettre ensemble. Ceux qui ont la bauxite, ceux qui ont le fer, ceux qui ont l'acier, ceux qui ont l'or, ceux qui ont le pétrole, ceux qui ont le gaz, comment ils peuvent se mettre ensemble pour transformer et industrialiser ensemble. Oui, surtout que le marché existe. Donc, à l'UNTIN, aujourd'hui, faudrait-il aller jusqu'à envisager un nouveau cadre de cohabitation au sein de l'exécutif? Écoutez, moi je pense que ce qu'il nous faut d'abord, c'est un consensus au sein du gouvernement, un consensus entre Sonko et Diomaye sur une solution politique et institutionnelle durable. Si on arrive à diagnostiquer là où se trouve le problème, qu'on essaye de trouver la solution la plus efficace. Mais au-delà, il faut effectivement aussi qu'on essaye d'avoir un consensus national sur des questions majeures. La question, par exemple, je dirais, de la reddition des comptes, nous devons avoir un consensus. La question également... À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas de lenteur également? Moi, je pense que le problème... c'est vrai que effectivement c'est pas un problème petit. La reddition des comptes doit se faire. Nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, il faut le faire dans le respect vraiment des obligations internationales de l'État du Sénégal en matière de droits de l'homme. Maintenant aussi, concernant, si vous voulez, ce qu'on a vécu entre 2021 et 2024, je pense que les questions de torture, ce ne sont pas des questions qui sont couvertes par la loi d'amnistie. On doit ouvrir les enquêtes tout de suite et les régler. Les questions d'exécution extrajudiciaire, on doit ouvrir les enquêtes tout de suite. Tous les crimes de sang, je pense qu'on doit ouvrir les enquêtes et également les traiter, mais également toujours dans le cadre de ce qu'on appelle le respect des normes d'un procès équitable. Parce que si on ne le fait pas, dès qu'il y a des vices de procédure, c'est rejeté au plan régional et au plan international. On a déjà vécu ça, à la fois pour la reddition des comptes
et pour autre chose. Donc, il faut aujourd'hui que, franchement, avec vraiment le nouveau pouvoir, quand même qui appelle à la transformation systémique, que vraiment qu'on mette un soin tout particulier à respecter les obligations internationales de l'État du Sénégal en matière de droits humains. D'autant plus, je le répète, le Sénégal maintenant dirige la présidence de la Commission africaine des droits de l'homme. Mais écoutez, c'est le juge Sow qui est aujourd'hui président de la Commission africaine des droits de l'homme. Ça nous donne une responsabilité tout à fait particulière. Je pense que même sur le plan diplomatique, nous ne l'avons pas beaucoup souligné, mais il faut bien le souligner. Ça, c'est un gain. Ça veut dire notre référence. Le Sénégal, en tant que référence en matière de droits humains et de démocratie, vraiment, ça reste intact. Donc, aujourd'hui, vraiment, nous devons absolument dépasser cette situation pour vraiment redorer le blason, redorer l'image du Sénégal au plan africain et au plan international. Et quel modèle de gouvernance permettrait d'éviter ce type de crise? Écoutez, c'est tout simplement avoir ce que j'appelle la délibération permanente, le dialogue permanent, la palabre permanente. C'est avec effectivement le dialogue, en mettant tous les problèmes sur la table, qu'on peut les régler. Maintenant, s'il y a des difficultés, mais élargir le cercle du dialogue et effectivement des gens qui peuvent participer au dialogue et qui peuvent apporter un plus. Parce que quand même, nous avons des hommes politiques quand même qui ont une expérience extraordinaire au plan national, au plan international, et qui peuvent aider à résoudre les problèmes. Parce que quand même, il y a des Sénégalais ont été un peu partout dans le monde, partout où il y a eu les grandes crises, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit ailleurs, au Congo, pour régler des problèmes beaucoup plus difficiles que les problèmes que nous traversons. Et ces Sénégalais sont là. Et il me semble qu'effectivement, en faisant appel effectivement à cette, comme on dit, à cette ressource humaine, on peut trouver vraiment des solutions durables par rapport aux problèmes et aux défis que nous traversons à l'heure actuelle. Alain Tine, vous avez constaté la récurrence des crises à la tête de l'État au sommet avec les deux têtes de l'exécutif. Faudrait-il maintenant procéder à des réformes pour prévenir ce genre de crise? Mais il nous faut, en réalité, ce qu'on attend justement de ce pouvoir pour casser le système. Mais également, c'est des réformes. C'est des réformes profondes. Mais en réalité, le Sénégal est le pays où la réflexion sur la refondation de l'État se fait de façon récurrente. Mais chaque fois que des pouvoirs nouveaux arrivent, ils n'écoutent pas. Il me semble que le moment est venu pour voir quand même écouter les gens qui aujourd'hui prolongent le travail des assises et les écouter, discuter avec eux et voir leurs propositions pour aller de l'avant. Traduire ces difficultés en opportunités, mais par quels moyens? Pour quelle finalité? Les moyens, c'est toujours la discussion. Les moyens, c'est toujours avoir un consensus fort sur les grands enjeux de l'État, sur les institutions, la marche des institutions, sur la refondation des institutions. Et ça, on en a besoin. En réalité, pour nous adapter la situation, adapter aujourd'hui le pays, si vous voulez, aux mutations extrêmement profondes qui aujourd'hui se déroulent sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont changé. L'espace public s'est agrandi. Aujourd'hui, ceux qui parlent français et qui sont les élites, ce ne sont plus les plus influents dans ce pays. Et puis, nous vivons ce que nous appelons aussi le dérèglement cognitif. Voilà. Et tout ça, ce sont de nouvelles questions qui font qu'il faut voilà, vraiment maîtriser ce qui nous vient de l'extérieur et qui ne dépendent pas de nous. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas un travail profond sur les questions de la digitalisation, sur les questions des réseaux sociaux, sur leur mode de fonctionnement, il me semble qu'on peut avoir des problèmes parce qu'en réalité, les réseaux sociaux nous divisent. Nous divisent beaucoup. Et si vous voulez, les algorithmes sont faits
de telle sorte que les gens, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'il y ait un pour, il faut qu'il y ait un contre. Et il me semble qu'il nous faut réfléchir sur ça et puis que les Africains essayent d'avoir leur propre plateforme. Comme les Russes, comme les Chinois et peut-être comme d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec, si vous voulez, le développement vraiment énorme de l'IA, si nous ne nous adaptons pas à la nouvelle technologie, si nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas cette technologie, je pense que ça peut avoir des effets tout à fait pervers sur la société sénégalaise et même sur nos institutions politiques. S'inscrire désormais dans une trajectoire de stabilité économique, politique et sociale. Je veux dire, dans un nouveau cycle, à la fois démocratique, dans un nouveau cycle technologique, dans un nouveau cycle géopolitique, dans un nouveau cycle géoéconomique, il nous faut nous inscrire dans ce cycle et anticiper les problèmes. Parce que si nous n'arrivons pas à anticiper les problèmes, à prévenir les problèmes, mais il est évident qu'on va avoir des problèmes. Et puis on a trop attendu pour avoir. On avait les Comoques. Dans les années 90-2000, c'était efficace. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on appelle les troupes d'attente pour la CEDEAO. Un mécanisme régional pour lutter contre le terrorisme de façon efficace. Qui serait une bonne option. Ce qui serait une excellente option pour le faire. On hésite, les pays hésitent et le djihadisme est en train de se répandre petit à petit un peu partout. Aujourd'hui, on assiste à une situation où il y a le déclin de l'Europe. Il faut bien voilà, c'est ça le déclin géopolitique de l'Europe, le déclin des valeurs de l'Europe, le déclin même de la démocratie représentative européenne, y compris en Europe. Si on ne prend pas tout ça, on va avoir des problèmes. On assiste à la montée de la Chine à tous les niveaux. Sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan économique et tout. On assiste également aussi, si vous voulez, à un déclin des États-Unis, qu'on le veuille ou non, même y compris sur le plan démocratique. Voilà. Quand les États-Unis disent que, mais écoutez, non au roi, ça veut dire tout simplement qu'il y a de sérieux problèmes, même par rapport à ceux qui ont inventé pratiquement la démocratie représentative au 19e siècle, les États-Unis, et qui ont inventé aussi la séparation des pouvoirs avec les Parisiens, avec les Montesquieu et tout. Mais ça, et puis aussi aujourd'hui, les États-Unis, ils prenaient les scientifiques partout. Aujourd'hui, Trump fait la guerre aux universités et aux universitaires, y compris les universitaires étrangers qu'on chasse. Ça veut dire que c'est une véritable régression à la fois politique, démocratique et économique à laquelle on assiste aux États-Unis. Et ça aussi, ça fait peur. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous, les Africains, il faut qu'on comprenne les mutations qui sont en cours à l'heure actuelle, au plan international, au plan national, qu'on essaye de les comprendre, on essaye de nous adapter et qu'on essaye de nous développer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le Sénégal, c'était une promesse, franchement, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démocratique, énorme. Mais il faut effectivement vraiment que Diomaye et Sonko tiennent cette promesse pour le Sénégal, tiennent cette promesse pour l'Afrique et tiennent cette promesse sur le plan international. On a besoin vraiment de nous sentir sénégalais et fiers d'être sénégalais partout où on est. Transformer ces rivalités, tensions en opportunités à l'intime. Merci. Merci beaucoup. Ça a été encore une fois un plaisir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un autre rendez-vous, un autre dimanche avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez bien raison. Vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Diamant avec El Hadj Malick Ndiaye. Au revoir.
mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé